Et nous voici de retour avec un autre épisode des pires JDR de notre cher loisir, le 7ème, en plus que ça dit donc, bon sang que le temps passe vite. C'est comme ça, ouais, quand on s'amuse. Et comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, munissez-vous de votre plus beau masque et de votre meilleur tuba, et suivez-moi dans les méandres fongiques de la rôlisterie. Allez-y, venez avec moi, vous allez voir comme on est bien là-bas, vous allez voir. Et sans plus attendre donc, allez-y, c'est parti. Hey, juste un petit message pour te dire que si tu veux soutenir la chaîne tout en enrichissant tes parties de jeux de rôle, tu peux retrouver tous mes decks de cartes pour créer des scénarios, des personnages ou des rebondissements durant tes combats sur ma boutique en ligne. Le lien est en description, je te laisse aller voir ça. Bonne vidéo à toi. Alors on va commencer un petit peu léger avec une licence que l'on connaît tous vraiment et qui a bercé notre enfance avec ses aventures aussi rocambolesques que fabuleuses. Et notre première entrée, vous vous doutez bien, c'est le jeu de rôle Indiana Jones sorti chez TSR en 1984. Oui, un TSR, les gars derrière Donjons et Dragons, donc inutile de dire qu'on est sur de la grosse artillerie lourde niveau production. Avec une entreprise comme ça qui est en plein essor à l'époque et qui profite de la hype pour adapter tout plein de licences très connues en JDR. Ce qui n'est franchement pas déconnant comme stratégie de marketing. Et dans ce JDR, inutile de dire que tout y est vraiment pour faire rêver. Déjà la licence est très bien mise en avant dans le marketing, mais également au niveau du produit fini, on se fout clairement pas de notre gueule. Que ça soit au niveau de la boîte, de la carte, des dossiers de personnages, des figurines en carton, etc. etc. Bref, tout vraiment transpire comme ça l'esthétique pulp passway, et comme d'habitude avec TSR, la barre est quand même placée vachement haut au niveau rendu final. Et en vrai, ça pourrait nous paraître un petit peu banal, nous, rôlistes du 21e millénaire, qui avons été biberonnés au financement participatif, avec toujours plus de goodies dans tous les sens, mais dites-vous bien que dans les années 80, ce genre de production, c'est le grand luxe, vraiment, c'est vraiment le top du top. Et du coup, l'objet, il vend clairement du rêve avant même d'avoir lancé le moindre dé. Bon, alors sur le papier, niveau système, on est sur quelque chose, somme toute, d'assez simple, mais efficace, il faut se l'avouer. Les personnages ont des caractéristiques comme la force, le mouvement, la prouesse, le courage, l'instinct ou encore le charisme. Et pour réussir une action, on lance un dé 100 comme ça en essayant de faire moins que la valeur concernée. Voilà, comme je vous le disais, c'est pas très compliqué comme système de jeu. Et en soi, vraiment, c'est pas forcément idiot, parce que pour du pulp, un système simple qui est rapide et qui ne bloque pas l'action toutes les 30 secondes, c'est le bon deal niveau game design. Parce que oui, je veux dire, on imagine mal un JDR Indiana Jones où tu calcules la densité des sables mouvants avec 3 tableaux et une abac à chaque fois. Donc bon, restons sur un système simple, c'est bien, c'est sobre, c'est parfait, c'est pulp, bien joué, c'est bien trouvé. Alors la seule critique que l'on pourrait faire et qui a été un petit peu faite à ce système, c'est que c'est une simplicité qui devient parfois un petit peu plate, avec le jeu qui sait dire comme ça si une action réussit ou échoue, mais qui donne pas vraiment beaucoup d'outils au maître du jeu pour transformer ça en vraie scène d'aventure palpitante. Mais là-dessus, bon, je dois admettre que c'est un peu chercher la petite bête, je trouve, car ça reviendrait à comparer un JDR des années 80 à ceux d'aujourd'hui, ce qui serait pas très pertinent, il faut se l'avouer. Et puis bon, ça c'est un truc qui peut se patcher aussi avec l'inventivité du maître du jeu, donc bon, on va dire, c'est pas non plus la critique la plus probante qui soit. Et après niveau combat, on reste sur quelque chose somme toute d'assez classique, avec des tours de 5 secondes, de l'initiative, des tests de prouesse, des dégâts légers, moyens ou sérieux, une table pour déterminer un petit peu les résultats. Il y a même d'ailleurs une petite gymnastique un petit peu bizarre que j'ai trouvée où l'on peut inverser les chiffres d'un jet pour consulter certaines tables, du genre tu fais 37 puis tu regardes 73 dans la table. Voilà, bon, rien de scandaleux, même si j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais bon, on sent quand même qu'il y a le petit réflexe de TSR de se dire attention, faut faire simple, mais pas trop non plus, faudrait pas qu'on perde les wargamers au passage. Et dans cette idée, il y a aussi tout ce côté tabletop avec la battle map quadrillée, plus des figurines de personnages en carton à découper soi-même. Bon, d'un côté, je trouve ça vachement sympa pour représenter une scène clé, mais de l'autre, je trouve que ça tire un peu le jeu vers une sorte de mini-jeu tactique, alors qu'on était plutôt parti vers un moteur d'aventure pulp. Mais bon, encore une fois, c'est de l'ordre du chipotage, on est tout à fait d'accord. Mais alors qu'est-ce qu'il fout dans cette vidéo, ce fameux jeu de rôle? Parce que là, il a l'air plutôt cool quand même, vous allez me dire. Et vous auriez tout à fait raison. Et bien pour tout vous dire, la vérité c'est que cette adaptation a un seul petit problème, qui est pas des moindres, vous allez voir, qui est logé directement à sa base. Il n'y a pas de création de perso. Et oui, ça c'est un peu ballot quand même pour un jeu de rôle, on est tout à fait d'accord. Et il faut quand même avouer que le paradoxe est somme toute assez magnifique, puisque bon, d'un côté on a TSR qui te sort une énorme boîte pleine de matos, qui conçoit un système léger et cinématique assez novateur pour l'époque, qui met des plans, des figurines, une table de poursuite, un livret pour apprendre les règles facilement, tout ça pour oublier une des bases essentielles du jeu de rôle. C'est un peu con quand même de se louper comme ça à 2 pas de la ligne d'arrivée quoi. Mais bon alors du coup, s'il n'y a pas de création de perso, comment ça marche? Vous allez me demander. Je le sais très bien, ce que vous allez me demander. Et en réalité, c'est tout simple. Quand tu lances une partie d'Indiana Jones, tu choisis parmi des pré-tirés qui sont tout simplement
les personnages du film. Avec bien évidemment Indiana Jones, mais aussi Marion, Salah, Short Round, Willie Scott, Jock ou encore Wuhan. Mais seulement le problème là-dedans, c'est que si tu joues à JDR Indiana Jones, c'est pour jouer Indiana Jones, ou du moins un personnage qui est dans le style d'Indiana Jones. Et ceux qui adorent Broken Compass me diront pas le contraire. Mais t'es pas là pour jouer un de ses sidekicks, quoi. Je veux dire, bon, aussi respectable qu'il reste. Enfin, du coup, ça concerne pas un seul joueur qui va avoir le plaisir de jouer le personnage principal. Et la raison évoquée derrière cette bizarrerie ludique, c'est que Lucasfilm, la société qui possédait les droits des films à l'époque, ne voulait pas vraiment, voire même pas du tout, que les joueurs puissent créer leur propre héros, et préférait qu'ils jouent tout simplement les personnages déjà connus de la saga. Et à ce sujet, David Cook, un des auteurs, a expliqué par la suite que Lucasfilm avait littéralement bloqué et fortement freiné tout le développement autour de la création de personnages, alors que le jeu contenait quand même un système très détaillé pour créer des PNJ qui, il l'avouera demi-mot, servait un peu de porte de sortie à moitié assumée, laissée par les auteurs pour faire office de création de personnages plus ou moins officieuse. En gros, ils n'ont pas fait une vraie création de personnages, mais ils ont laissé la possibilité aux plus chevronnés de se démerder. Résultat dans tout ça, le jeu va malheureusement se traîner pendant des mois, la réputation pas forcément cool, de faux jeux de rôle, ce qui va pas mal plomber ses ventes, vous vous doutez bien. Sans compter aussi toutes les critiques de l'époque qui ne vont clairement pas y aller de main morte pour charcler le jeu à tout va sur cet aspect. Vraiment, à l'époque, ça rigolait zéro les critiques. Et après tout ça, TSR finira quand même par bricoler un correctif tardif avec le Judge Survival Pack de 1985, qui ajoute enfin des règles étendues de création de personnages, ainsi que des véhicules à monter en carton, des décors, de nouvelles règles de poursuite, des cartes de ruines, et même divers générateurs aléatoires en bonus. Ce qui est une très bonne chose, on est d'accord, encore une fois, sauf que malheureusement, le mal était fait, quoi, et ça n'a pas suffi à sauver la licence du naufrage. Ce qui fait que, in fine, TSR va se retrouver avec des tonnes et des tonnes d'invendus sur les bras, qui va prendre la poussière dans ses stocks. D'ailleurs, petite anecdote assez incroyable sur ce stock d'invendus, mais il va arriver un moment où TSR va prendre la décision de détruire l'entièreté de ces derniers. Et dans les bureaux britanniques de TSR, il y a quelqu'un, un employé comme ça, qui va garder les restes brûlés du tout dernier exemplaire, puis pour préserver ce dernier bout de papier, il va l'enfermer dans une petite pyramide transparente en plexiglas. Me demandez pas pourquoi, bon, le mec s'est tapé un kiff. Et le détail amusant de cette histoire, c'est qu'une partie du titre de cette couverture avait disparu dans les flammes, et du coup, sur la couverture, normalement, il y avait marqué Indiana Jones, sauf qu'il ne restait lisible que Diana Jones. Et c'est comme ça qu'est né, quelques années plus tard, le Diana Jones Award, un prix d'excellence dans le monde du jeu de société et du jeu de rôle, et qui continue à être voté encore aujourd'hui. Avec, comme effigie, cette fameuse pyramide avec le bout de papier encore à l'intérieur. Alors là, faut avouer quand même qu'un trophée pour récompenser l'excellence né littéralement des cendres d'un des jeux sous licence les plus ratés de son époque, franchement, je pense qu'il est difficile de faire plus symbolique. Bref, tout ça pour dire que le jeu Indiana Jones de TSR, c'est pas non plus un désastre total ou quelque chose de scandaleux comme on a pu le voir pour d'autres JDR au sein de cette série. Bien sûr que non, et même pour être tout à fait honnête, il y a même des idées sincèrement chouettes dedans, et son matériel n'a rien à envier à des créations beaucoup plus modernes. Mais hélas, ils se sont un peu auto-sabotés en oubliant que le but d'un JDR, c'est de laisser les joueurs jouer leur aventure bien à eux. Enfin, attention, pour être précis, c'est surtout la faute de Lucasfilm qui n'a pas compris ce que c'était le principe d'un jeu de rôle. Car au fond, je pense très sincèrement que les auteurs, ils auraient bien aimé pouvoir rajouter une création de personnage, et à mon avis, ils ont bien senti le naufrage arriver quand ils ont vu que c'était pas possible. Mais malheureusement, comme dans beaucoup d'entreprises, si le N+1 dit que c'est comme ça et qu'il veut pas de ta proposition, ça se passera comme ça, même si c'est la pire idée du monde, voilà, c'est comme ça, et malheureusement. Et coucou au passage Ubisoft, oh là, la outtake qui va pas tarder à débarquer, oh là là. Vite, amenez la suite du script, vite bon sang, faut évacuer. Bon, en vrai, ça c'était pour commencer léger dans notre vidéo, montons donc un petit peu plus dans l'échelle de la pireté, car oui, il faut pas oublier, les sas de décompression dans cette descente dans les profondeurs de notre cher loisir, c'est très important. Voilà, sinon après, on explose. Allez, on continue. Alors, on va rester un petit peu dans les années 80, comme ça. On est bien à l'intérieur. Décidément, il faut dire que c'est une excellente époque, un grand cru, même, je devrais-je dire, pour nos petites pépites catastrophiques, je sais pas pourquoi. Et donc, la deuxième entrée sur notre liste, c'est Cabal, ou Knight and Berserker and Ledger Domain, qui peut se traduire par Chevalier, Berserker et Prestidigitation. Ok, d'accord, si vous voulez, pas de souci, comme c'est vous qui décidez. Et donc c'est un JDR publié en 1982 par Cabal Gaming System et qui est conçu par Ernest T. Arms avec une couverture signée Darlene.
D'ailleurs, au passage, Darlene, ce n'est pas n'importe qui dans le JDR américain à cette époque, hein, c'est une illustratrice liée aux premières années de TSR et qui est notamment connue pour la carte de Greyhawk. Donc mine de rien, c'est quand même une sacrée caution plutôt très solide avant même qu'on ouvre le bouquin. Bon alors pour faire simple, le jeu se présente comme un JDR de fantasy complet, avec une boîte qui est accompagnée de 3 livrets et 12 feuilles de référence. Oui, 12. Je rappelle au passage que les feuilles de référence, c'est censé être les petits pense-bêtes pour aider le MJ à s'y retrouver. Genre, en général, dans des JDR un petit peu gros, il y en a 2-3 grands max. Là, on en a 12, tout va bien. Hein, on va dire qu'on n'a rien vu et qu'on reste dans l'idée que tout va bien se passer. Alors sur le papier, Cabal, il a rien d'absurde, quoi. C'est même, somme toute, assez classique, peut-être même un petit peu trop, hein, avec la création de personnages, les compétences, le combat, la magie, les monstres, les équipements et tutti quanti et tout le trimballement, quoi. Bref, le genre de boîte qu'on peut parfaitement imaginer comme ça arriver sur une table de club complètement par hasard, et avoir des joueurs curieux qui vont se dire « Ouais, allez, pourquoi pas, on va tester, ça changera de D&D. » Et puis après ça, on ouvre le bouquin et on tombe sur les règles, et alors là... Mama, qu'on n'est pas déçu. En vrai, un seul coup d'œil à ces dernières suffit pour nous faire comprendre que les créateurs de Cabal ont une seule obsession dans la vie, que dis-je, un kink même, celui de calculer. Mais tout, vraiment tout, littéralement tout, voilà, tout, T-O-U-T, tout, dans tous les sens. Pas seulement les dégâts ou les chances de toucher. Non, mais ça c'est trop facile. Même des choses comme la taille et le poids de ton personnage deviennent une sorte de mini-épreuve de bac scientifique. Bon, on va prendre un exemple, parce que je sens que là, vous êtes pas convaincus. Pour déterminer la taille de ton personnage, tu fais pas 1m70 puis un des 20 cm. Non, ça serait trop simple ça, pardi, tu te doutes bien. Bah non, dans Cabal, tu lances 20 dés à 6 faces, tu prends la racine carrée du résultat. Oui, la racine carrée, hein. Je pense qu'il y a 90% des gens qui regardent cette vidéo qui n'ont pas utilisé la racine carrée depuis le lycée. Puis, comme si c'était pas assez, tu multiplies le tout par 21,5. Pourquoi 21,5 ? Arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît. Hein. Voilà, il y a des mystères comme ça dans la vie. Voilà, on peut pas tout savoir, c'est tout. Hein. Et du coup, ça nous donne la taille. Voilà, qu'on est content. Et ensuite, pour le poids, le jeu, là, clairement, il se calme pas. Hein. Il continue même bien comme il faut sur sa lancée. Car du coup, on va te demander de reprendre la taille que tu as obtenue par ce savant calcul, de la mettre au cube, et oui, toujours plus, lâchons-nous, hein, de la multiplier par la force du personnage, puis de faire un autre calcul avec 20 dés à 6 faces, de rajouter une petite valeur au carré, l'endurance du personnage et une puissance 0,75 par-dessus le marché. Et voilà, c'est bon. On a le résultat tant attendu, youpi. Tout ce petit pataquès comme ça, je le rappelle, pour répondre à une question que la plupart des joueurs règlent littéralement en 2 secondes chrono, en disant « Bon, mais mon personnage fait cette taille et il a cette morphologie. » Voilà, c'est tout, c'est réglé, on n'en parle plus. Passons à la suite. Mais bon, ça aurait été quand même dommage de pas se faire chier la vie, quoi. Après tout, on est dans un jeu. Est-ce qu'on est là pour s'amuser ? Je ne pense pas, non. Est-ce que tu voulais t'amuser, toi, là-bas ? Mais non, c'est interdit. Et alors, si c'est ce genre de bazar pour des trucs aussi basiques que le poids ou la taille d'un personnage, je vous laisse imaginer ce que c'est pour tout le reste. Bon, juste en vrac comme ça, déjà pour savoir si tu touches quelqu'un, tu prends ton facteur, qui est une valeur obtenue après un savant calcul compliqué que je vais vous épargner, tu le divises par la somme de ton facteur et celui de ton adversaire. Par exemple, si ton facteur est de 6 contre 2, celui de l'adversaire, hein, 6 divisé par 8, ça fait 0,75, donc ça veut dire que tu as 75% de chance de toucher. Et du coup, c'est le calcul inverse pour ton adversaire. Oui, d'accord, c'est logique, hein, ok, mais oh là là, vous sentez déjà la feuille du brouillon qui commence à se remplir fortement sur le côté, là, vraiment. Et après avoir touché, que nenus, ce n'est pas fini, non. Il faut déterminer où vous touchez, quelle armure protège cette zone, puis faire un jet d'impact au descend, puis ensuite vous comparez le type d'arme au type d'armure, vous appliquez une réduction, et seulement après, vous arrivez aux dégâts. Ce qui fait que par exemple, avec une arme ayant 5 de dégâts de base, une armure de type écaille, un modificateur arme et armure de moins 40 avec un jet d'impact de 56%, et tout ça, ça aboutit à 4 points de dégâts. Voilà, tout ça pour ça, hein. On fait des calculs de comptable comme ça dans tous les sens pour 4 centimes. On souffle très fort. Et comme le jeu se dit que, quand même, hein, vous n'avez pas encore fait assez de calculs, je pense que vous en voulez, il y a aussi une table de bonus critique. Par exemple, du coup, si votre jet est assez haut, les dégâts sont multipliés. Fois 1,1, fois 1,7, fois 2, histoire comme ça de rajouter une petite cerise sur la sacrée tartine que vous venez de vous manger en plein dans la tronche. Bon, alors calmons-nous 2 secondes au-delà de la blague. Je sais qu'on pourrait dire que c'est du système simulationniste, et que comme moi je suis pas trop fan de ce genre de système, je suis forcément biaisé. Et je vous répondrai que oui, on est tout à fait d'accord sur le second point. Mais après bon, que voulez-vous, c'est ma vidéo. Évidemment que mon avis rentre en jeu, quoi. Mais le truc c'est que là, c'est plus vraiment du simulationnisme, c'est limite du fétichisme de calcul, quoi.
Soyons sincères. Parce qu'au fond, le problème de ce JDR, c'est pas seulement qu'il est compliqué, car en vérité, il y a plein de jeux compliqués qui sont passionnants, hein. Du moins je pense, j'espère. Oui, on va dire oui, allez, je vous embrasse très fort les simulationnistes. Ne me jetez pas de cailloux, je vous en supplie. Bah non, en réalité, son véritable problème, c'est qu'il est compliqué pour des gains microscopiques, quoi. Je veux dire, faire tout un pataquès de calculs comme ça dans tous les sens, pour simplement décider de la taille et du poids d'un personnage, ou juste pour faire 4 points misérables de dégâts comme ça, bah ça sert à rien de bouffer du temps de cerveau disponible à ces joueurs pour juste ça, quoi. Et ce qui rend ça encore plus drôle dans cette histoire, c'est que Cabal, il est même pas vendu comme une expérience un petit peu ésotérique d'ingénierie holistique, qui s'adresserait à des hardcore gamers qui seraient déçus par la simplicité de D&D. Ah non, 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 pas du tout, hein. Il est présenté comme un système de fantasy, on ne pourrait plus classique, que destiné comme ça au plus grand nombre. Ah, je peux vous dire que quand il y en a qui ont dû déballer un petit peu les règles comme ça à table, oh, ça a dû leur faire tout drôle. Hein. Et du coup, ça renforce encore plus son principal problème. Car vu qu'il apporte presque rien de neuf, tout en compliquant des choses que d'autres jeux résolvaient déjà en 2 jeux et demi, bah du coup, quel intérêt de jouer à ce jeu au final? Et c'est ça en vrai qui je trouve rend Cabal un petit peu fascinant, parce que c'est pas juste un jeu compliqué comme on a pu le voir un peu plusieurs fois, non, c'est un jeu qui semble persuadé que plus une formule est longue, compliquée, etc., avec des racines carrées, des trucs que t'as pas vu depuis, tarpin longtemps, et bah plus l'aventure sera réaliste. Sauf que bon, très honnêtement, hein, en JDR, le réalisme, ça sert pas à grand chose s'il ralentit autant le jeu. Voilà, tout simplement, on reste sur du jeu de rôle à la base, je rappelle. Et forcément, avec tout ça, et bah Cabal s'est fait massacrer par les critiques et par les joueurs, avec notamment Scott Haring dans Fantasy Gamer, qui disait que le matériel standard pour jouer à Cabal ne devrait pas seulement inclure du papier, des crayons et des dés, mais aussi une bonne calculatrice. Rick Swan, de son côté, parlera plus tard d'une montagne de mathématiques et d'un jeu imbuvable. Et Laurence Chic résumera le jeu comme un système de fantasy complètement boiteux, demandant de nombreux calculs complexes inutiles. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, si jamais vous voulez créer un jeu de rôle vous de votre côté, faites-le, y a pas de problème, faites-vous plaisir, hein, mais juste mollo sur les racines carrées. Voilà, c'est pas le truc le plus fun du monde, il faut se l'avouer, soyons sincères. Voilà, à partir de là, je pense que tout pourra aller bien. Bon, et maintenant qu'on a vu tout ça, passons donc à la dernière entrée sur notre liste en passant un petit cap dans la pierreté, que dis-je? Non, c'est pas un petit cap, vous allez voir, c'est un sacré cap, ah oui. Allez, on y va, on continue. Alors comme d'habitude, j'ai gardé le meilleur du pire pour la fin. Voilà, comme ça on va se régaler tous ensemble. Ouais. Avec un JDR qui est beaucoup plus récent et qui a fait pas mal parler de lui, du moins outre-Atlantique. Mais je pense qu'on a quand même pas mal parlé ici. Et ce jeu, c'est Star Frontier New Genesis. Alors attention, faut quand même être précis un petit peu avec celui-là, parce que sinon on va tirer à balles réelles sur le mauvais boug. On ne va pas parler du Star Frontier original de 1982, qui pour la peine est un jeu de SF tout à fait correct, avec un côté D&D avec des lasers, tout à fait assumé. Non, là on va parler de Star Frontier New Genesis, une sorte de reboot officialisé en 2021 à la suite de la résurrection entre guillemets de TSR. Alors on va s'arrêter 2 secondes pour que je puisse vous expliquer un peu cette histoire de résurrection. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais c'est un peu technique. Pour ça, il faut donc remonter à la mort du vrai TSR, hein, celui de Donjons et Dragons, de Greyhawk, de Ravenloft, de Dragonlance, etc., etc. Bref, le TSR historique qu'on connaît tous, quoi, qui du coup a été racheté par Wizards of the Coast à la fin des années 90. Ça aussi, on est tous au courant. Et qui a peu à peu disparu en étant absorbé par la boîte qui l'a racheté. Ce qui fait que le nom TSR a complètement disparu du système administratif. Et à partir de là, pour beaucoup de rôlistes, TSR c'est devenu surtout une sorte de logo nostalgique, un truc qu'on voit sur des vieilles boîtes, des vieux modules, des couvertures un petit peu jaunies qui sentent le grenier, et peut-être 2-3 fois le club du jeu du mercredi soir. Et en 2021, une nouvelle incarnation de TSR arrive, qui est créée par Justin Lanaza et Ernie Gygax, le fils de Gary Gygax. Manœuvre qui reste tout à fait légale en soi, mais faut bien comprendre cependant que ce nouveau TSR n'a rien à voir avec l'ancien. Sauf que, comme dans toute marque, hein, le nom c'est quelque chose de très important. Et forcément, vous vous doutez bien, ils vont fortement jouer dessus. Et du coup, ils ont carrément embrayé avec un discours de « Ouais, on va faire revenir le vrai jeu de rôle, celui d'avant, celui des débuts, celui où on faisait pas des communiqués lisses avec des logos modernes, mais où on avait des boîtes pleines de tables, de monstres bizarres et d'aventures bien old school comme pas possible. » Et très franchement, jouer sur le retour du old school, c'est pas du tout idiot comme business plan, hein, je vous le cache pas. Parce que la nostalgie, je peux vous dire qu'en marketing, c'est un levier qui est extrêmement puissant. Et du coup, le JDR ne fait clairement pas exception à cette règle. Et du coup, vous vous doutez bien, c'est dans ce fameux contexte de retour du old school en fanfare qu'arrive notre star du jour, Star Frontier New Genesis. Et très franchement, je dois admettre que l'idée de départ est somme toute assez bonne. Encore une fois, reprendre un vieux jeu de rôle comme ça de science-fiction des années 80, le dépoussiérer un peu, garder le côté pulp, les aliens, les colonies spatiales, les pistolets laser, et en faire une nouvelle version avec une grosse vibe old school, bien spéciale, mais un peu mieux adaptée aux joueurs modernes. Franchement, c'est top, bonne idée, vraiment très bonne idée. Jusque-là, tout va bien.
Comme toujours, tout va bien dans cette vidéo. Bon, même si dans pareille ambition quand même, on sent un peu un jugement de valeur, un peu piquant comme ça vis-à-vis des JDR contemporains. Mais allez, on va dire que ça passe, c'est de bonne guerre en somme. Comme je le disais donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, hein. Tout va bien jusqu'à ce que des documents de playtest commencent à fuiter sur internet en 2022. Bon, vous allez me dire qu'un leak comme ça arrive tous les jours dans le milieu du jeu vidéo, quoi. Ça anime un petit peu une sphère de fouineurs, ça fait un peu de bruit, et puis au revoir, bonsoir, on n'en parle plus jusqu'à la sortie du jeu. Sauf que là, y a des passages tellement, comment dire, problématiques. Voilà, tout simplement, pas besoin de chercher plus loin, hein, que du coup, l'affaire sort très vite du petit cercle de rôlistes curieux. Alors, je vais essayer de vous exposer ça sans me faire strike gratuitement ma chaîne au passage. Voilà, ça serait ballot, faut se l'avouer. Alors déjà, premier exemple très concret, la création de personnages. Alors, dans un jeu de science-fiction classique, quand on te propose des peuples jouables, tu t'attends à voir des robots, des aliens, des hommes lézards, des insectoïdes, des clones, bref, ce genre de choses, quoi. Et dans New Genesis, le document commence aussi avec ce genre de catégorie. Youpi, on a des cyborgs, des clones, des reptiliens et patins couffins. Et puis, au milieu de tout ça, le texte commence à parler de sous-races humaines. Et le truc là-dedans, c'est que c'est pas des peuples imaginés pour l'occasion, mais des catégories humaines inspirées du monde réel, même beaucoup inspirées. Alors oui, attention, on est d'accord, on est déjà sur une pente qui est somme toute très glissante. Et je vous rassure, ça va très vite partir droit dans le mur, hein, mais vraiment, on ne pourrait être plutôt droit, quoi. Vraiment, un régal. Puisque dans ces exemples, le document présente une catégorie qu'il qualifie de N-word, quoi, voilà, et oui, hein, qui présente comme une race avec une intelligence plafonnée plus bas que les autres caractéristiques et les autres races. Et juste après, le document présente une catégorie qu'il qualifie de nordique, dite comme étant grande, blonde, aux yeux bleus, avec des attributs exceptionnels, et bien sûr avec toutes les scores de carac largement, mais très largement au-dessus de la moyenne. Oui, c'est exactement ce à quoi vous pensez. Eh oui, les gros nazes, le retour. Eh oui. Et là, il faut quand même parler d'un nom qui revient souvent dans cette histoire, Dave Johnson. Parce que Dave Johnson, c'est pas juste un figurant dans le décor, c'est pas un gars qui a commenté sur Facebook et qui a dit quelque chose de scandaleux, ou un ami de quelqu'un chez le nouveau TSR. Non, dans les documents de playtest, il est crédité comme auteur et éditeur du texte. Tout ça aux côtés de Justin Lanaza. Donc le truc, c'est que quand on parle de Star Frontier New Genesis, on ne parle pas d'un projet où un auteur innocent comme ça aurait écrit un jeu de SF maladroit pendant qu'il y aurait un troll qui ajouterait des horreurs dans les marges. Hein. Non. Dave Johnson, il fait clairement partie intégrante du projet et c'est écrit noir sur blanc. Et No Hate in Gaming, un compte de veille communautaire sur la haine dans les jeux, s'est mis à compiler des captures de publications de réseaux sociaux attribuées à Dave Johnson. Et très franchement, je vous floute la page parce que c'est franchement sacrément bien fourni et plutôt bien chargé, mais on y trouve tout un tas de captures classées par catégorie. Racisme, suprémacisme blanc, homophobie, transphobie, misogynie, complotisme, et j'en passe, vraiment le panel complet. Étrangement, ça pourrait permettre un petit peu de mieux comprendre pourquoi ce fameux playtest s'est retrouvé autant chargé, si je puis dire. Voilà, restons polis. D'ailleurs, anecdote amusante dans tout ça, mais dans le document de playtest, il y avait aussi une mention qui disait que le manuscrit n'était pas finalisé et qu'il ne devait surtout pas être donné à quelqu'un associé à Wizard of the Coast ou Hasbro. Oh dis donc, alors on se demande pourquoi, tiens. Alors déjà, première règle d'internet, hein, si tu écris « surtout ne partagez pas ça », tu viens d'augmenter les chances que le fichier soit partagé par au moins 15. Voilà, c'est simple. Et au-delà de ça, je veux dire, on parle d'un document envoyé à des playtesters, donc à des gens extérieurs au projet, avec du contenu explosif à l'intérieur, dans un contexte où clairement Wizard of the Coast, il regarde ce nouveau TSR d'un pas très bon œil, donc oui, forcément que ça allait fuiter. Mon Dieu, qu'ils sont naïfs. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que Wizard of the Coast a fini par prendre connaissance de tout ce bazar. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, TSR, le logo, du moins, c'est le vieux logo historique de Donjons & Dragons, quoi. Et Star Frontier, c'est une ancienne licence de science-fiction publiée par le TSR original dans les années 80. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même très lié à l'image de Wizard of the Coast aujourd'hui. Donc quand New Genesis commence à faire parler de lui pour des raisons absolument catastrophiques, Wizard, ils sont confrontés à un problème très simple, qui est que même si ce n'est pas leur jeu, même s'ils ne l'ont pas écrit, même s'ils n'ont rien à voir avec le playtest, il y a une partie non négligeable du public qui, quand ils vont voir TSR et Star Frontier, ils vont associer tout ça à Donjons & Dragons et Wizard of the Coast par extension. Et ça, pour la réputation d'entreprise, c'est pas super, mais on les comprend, ma foi, très bien quand même. Et face à ce problème, Wizard of the Coast, ils vont tout simplement dégainer l'arme juridique. En effet, en septembre 2022, Wizard va demander au tribunal une injonction préliminaire.
En gros, cela revient à demander que l'on empêche un parti d'utiliser des marques spécifiques pour publier ou vendre un produit tant que l'affaire n'est pas complètement jugée. Et forcément, ils appuient cette demande avec les nombreux extraits problématiques dont on a parlé plus tôt dans la vidéo. Et quelques mois plus tard, en décembre 2022, le jugement est rendu et leur demande d'injonction préliminaire est refusée. Alors après attention, je précise, ça ne veut pas dire que le tribunal trouve qu'il n'y a aucun problème avec New Genesis, non, bien loin de là. Vous vous doutez bien, vu qu'on est dans le domaine juridique, c'est un petit peu plus technique. Déjà du point de vue de l'utilisation du nom TSR, force est de constater qu'ils sont dans leur bon droit. Wizard disait en gros de leur côté, TSR et Star Frontier, ça vient de l'ancien TSR, donc on l'a racheté en 1997, donc ces marques nous appartiennent encore. Sauf qu'en face, le nouveau TSR mené par la NASA et compagnie répondait que oui, mais vos enregistrements légaux ont expiré, ce qui est vrai d'ailleurs, et vous n'avez pas protégé ces marques pendant des années, donc on a le droit de les utiliser. Et là-dessus, ils ont raison, je le précise. Alors ils ont raison, techniquement parlant, même si ça peut être tracté pendant très longtemps d'un point de vue juridique, et qui ne sont pas non plus donnés 100% gagnants pour autant. Je rappelle, on est aux États-Unis, et celui qui a le plus d'argent pour payer des avocats pour faire saigner l'autre, c'est généralement celui qui gagne. Toutefois, devant la pression, il s'engage quand même devant le tribunal à ne pas publier le jeu de rôle tant que l'affaire des droits n'est pas forcément réglée. Et ensuite, pour la question des sujets problématiques, les créateurs de New Genesis ont dit que cette version ne venait pas d'eux et que c'était une version modifiée par des tiers. Ce qui est une défense, somme toute, assez classique, on commence à connaître ce football, il faut se l'avouer, avec toutes les vidéos de youtubeurs sur fond gris. Et ce qui fait que face à ces deux constats, le tribunal a décrété que si le jeu n'est pas sur le point de sortir et si les défendeurs disent qu'ils ne vont pas le publier pendant la procédure, alors il n'y a pas d'urgence juridique et du coup c'est pas assez pour bloquer tout l'ensemble de la production. Autrement dit, Wizard ne gagne pas vraiment ce round, mais New Genesis ne sort pas non plus, du moins tant que l'affaire dure, et l'affaire durera tant que Wizard ne tiendra pas gain de cause, ils vont y aller franco. Donc au final, c'est Wizard qui gagne ce round sans vraiment le gagner, voilà, tout simplement. Du judiciaire, classique en somme, comme je vous l'ai dit. Et alors après, inutile de dire que dans cette ambiance, Wizard, ils vont traquer le moindre faux pas pour enrichir leur dossier, évidemment. Ce qui fout pas mal de pression au nouveau TSR, qui ne va rien sortir de plus sur New Genesis, et essayer de se faire le plus petit possible. Du moins jusqu'en 2023. Puisqu'en effet, en 2023, TSR va tout simplement se déclarer en faillite. Et du coup, la procédure est mise en pause parce qu'une faillite, ça déclenche automatiquement un gel de certaines actions judiciaires, avec notamment l'histoire du procès. Tout reste comme ça ensuite dans une sorte de statu quo juridique assez barbant, dont je vais vous épargner les détails, jusqu'à ce que finalement, en 2024, l'affaire se termine par un accord. Wizard et le nouveau TSR acceptent d'abandonner leurs plaintes et contre-plaintes, et surtout dans le cadre du règlement lié à la faillite, c'est Wizard qui va récupérer les marques contestées, à savoir TSR et Star Frontier, ce qui va enterrer définitivement la nouvelle boîte de TSR au passage. Ce qui fait qu'in fine, New Genesis ne verra jamais le jour et restera une sorte de fantôme pas forcément très sympathique de la licence. Et pour ce qui est des auteurs de ce fameux bousin, qu'est-ce qu'ils sont devenus, vous allez me demander, c'est pas glorieux à dire vrai. Justin Lanaza, qui a dirigé un petit peu tout ça et qui a vu sa version de TSR finir en faillite, avec Wizard qui a récupéré les marques contestées, ne s'est plus vraiment manifesté depuis ce fiasco. Pareil pour Dave Johnson, qui lui s'est carrément fait expulser de Drive-Thru RPG, et on n'entend plus vraiment parler de lui non plus. Et quant à Ernie Gygax, malheureusement, qui servait surtout de caution historique au projet, il reste malheureusement associé à cette tentative de résurrection complètement ratée de TSR, avant de décéder en 2025 à l'âge de 65 ans. Au final, comme je le disais, New Genesis n'est jamais sorti, la nouvelle TSR s'est effondrée et les marques contestées sont revenues chez Wizard. Donc au final, ils ont tout gagné, Et en plus de ça, le pire, entre guillemets, a été évité aussi, Après, c'est pas vraiment un mal là-dedans, parce que on espère voir de moins en moins ce genre de projet, si je puis dire, dans notre loisir. Voilà, ce serait pas plus mal. Parce que mine de rien, le jeu de rôle traîne déjà assez de casseroles comme ça, donc entre les paniques morales, les clichés sur les rôlistes bizarres dans les caves et les certains bouquins parfois franchement douteux, autant dire qu'on revient de loin, Donc on n'a clairement pas besoin de ce genre de mauvaise pub, s'il vous plaît, merci. Même si après, soyons honnêtes, pour cette série de vidéos, ça me donne quand même du contenu. Voilà, donc au final, je suis un peu partagé, je vous l'avoue. Enfin bref, voilà qui conclut cet épisode numéro 7 des pires jeux de rôle de notre cher loisir. Et comme vous pouvez le voir, pour notre plus grand bonheur, voyons messieurs, dames, oui, notre plus grand bonheur, il y a toujours des choses à raconter, fort heureusement. Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour moi dans cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner aussi, c'est très important. Et oui, on continue cette montada, ça fait toujours plaisir et j'espère sincèrement aussi que cette dernière vous a plu. Il ne me reste plus bien évidemment qu'à vous faire de très gros bisous, à vous souhaiter une bonne semaine et la rengaine, je vais vous l'offrir, vous la connaissez si bien. Je vous dis à dans une prochaine vidéo, c'était le Scénarurgien, à ciao, bonsoir les studios.